Il y a des phrases qui ne sont pas seulement des mots, elles sont des leviers, des interrupteurs, des portes vers une version de toi que tu n'as jamais réussi à atteindre. Et si je te disais que 7 d'entre elles peuvent réorienter totalement ta vie? Repense aux derniers mois. Combien de fois as-tu senti que ta vie stagnait, même en faisant de ton mieux? Tu changes tes actions, tu changes ton organisation, mais à l'intérieur, rien ne suit. Et c'est là que tout commence, dans tes mots silencieux. La plupart des gens répètent chaque jour des phrases qui les détruisent. Sans s'en rendre compte, ils programment leur échec, leur peur, leurs doutes. Chaque pensée devient un ordre. Et la vie obéit, même quand tu ne voudrais pas. Imagine un instant que tu remplaces ces ordres invisibles par d'autres, plus puissants, plus alignés, plus exigeants. Des phrases qui plantent en toi des graines de réussite capables de grandir même dans les périodes sombres. Tu as déjà entendu dire que tout commence par la pensée, mais personne ne t'a expliqué que ce sont les phrases que tu répètes qui sculptent tes pensées. Elles deviennent ton identité, et ton identité finit par décider de tout ce que tu vis. Le plus dangereux, c'est que si tu ignores ce message, tu continueras à répéter les mêmes formules intérieures qu'hier, et elles te mèneront exactement au même résultat, les mêmes limites, les mêmes blocages, les mêmes regrets. Maintenant, imagine une version de toi qui répète chaque jour cette phrase capable de t'arracher à l'ancien toi. Des mots qui redressent ton esprit, amplifient ta volonté et forcent la vie à s'ouvrir devant toi comme elle s'est ouverte pour tant d'autres. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Une loi qui dit que ce que tu répètes devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu crées. Change tes phrases et tu changes ton horizon. C'est inévitable. Tu vas bientôt découvrir ces 7 phrases. Mais avant de les entendre, comprends ceci. Ce que tu vas décider de répéter déterminera la forme de ton avenir. Et si tu choisis bien, ta vie s'améliorera de plus en plus. Je commence ici par affirmer une vérité que la plupart des hommes traversent sans jamais la saisir. L'existence ne se façonne pas d'abord par les gestes visibles, mais par l'ordre secret que chacun donne à son propre esprit. Je le sais car j'ai vu des milliers d'hommes échouer pour une seule raison. Ils n'avaient jamais appris à gouverner leurs pensées et, faute de maître, celles-ci les conduisaient dans les terres les plus stériles. Lorsque je parle de diriger ses pensées, je ne fais pas allusion à une simple habitude de rêver ou de méditer, mais à l'acte volontaire, ferme, presque martial, par lequel un homme se rappelle à lui-même ce qu'il veut devenir. Car les pensées ne sont point neutres. Elles sont des semences, et ces semences, lancées dans le champ du subconscient, prennent racine tôt ou tard et font naître des récoltes qui ressemblent toujours aux graines déposées. C'est pour cette raison que l'homme qui se lève chaque jour avec une phrase gouvernante dans son esprit commence déjà à se distinguer des autres. Tandis que le commun se réveille en attendant que la journée lui dicte son humeur, l'homme maître de lui-même se lève en dictant à la journée la manière dont elle devra s'incliner. Je me souviens que M. Carnegie me confia un jour qu'il n'avait jamais commencé une matinée sans avoir prononcé une déclaration intérieure, simple et ferme, qui rappelait à son esprit qu'il était né pour produire, non pour subir. Ceux qui pensent que les grandes réussites proviennent d'une chance mystérieuse ne connaissent pas la loi silencieuse qui gouverne la vie. L'on ne peut goûter au triomphe sans d'abord planter dans le sol profond de son esprit une idée digne, ferme et entretenue. Les mots répétés chaque jour, choisis avec soin, prononcés avec calme, sont les outils par lesquels l'homme sculpte son destin. Il façonne les pensées, et les pensées façonnent la conduite. Ainsi, l'homme finit toujours par accomplir ce qu'il a d'abord créé en secret. Lorsque j'étudiais les hommes ayant atteint une place éminente, je les observais attentivement. Je cherchais ce qui, en eux, les distinguait d'une foule si vaste. Et je découvris qu'ils partageaient tous ce trait. Ils dirigeaient leurs pensées comme un capitaine dirige son navire au milieu d'une mer imprévisible. Jamais je ne vis un Edison se laisser dévier par les murmures intérieurs du doute. Jamais je ne vis un Ford discourir en lui-même comme un homme vaincu. Ils avaient appris à prononcer à voix basse l'ordre de leur propre grandeur. L'esprit livré à lui-même dérive constamment. Il glisse vers les peurs, les hésitations, les regrets, comme un fleuve cherche naturellement les zones les plus basses. Sans vigilance, les pensées descendent au lieu de s'élever, se dissipent au lieu de se concentrer. Mais l'homme qui se répète « Je dirige mes pensées et mes pensées dirigent ma vie » met un frein à cette dérive.
Il se rappelle qu'il n'est point né pour flotter au gré des courants, mais pour tenir le gouvernail. Je n'exagère point lorsque je dis que cette seule phrase, répétée avec constance, peut changer le cours d'une destinée. Car l'acte de se souvenir que l'on est maître de sa pensée rappelle à l'esprit une loi plus profonde encore, celle qui veut que l'homme devienne ce qu'il pense la majorité du temps. Si ses pensées sont faibles, sa vie sera faible. Si ses pensées sont nobles, sa vie s'élèvera, comme une plante aspire naturellement la lumière. Voici ce que j'ai observé. Lorsqu'un homme commence à diriger ses pensées, ses proches perçoivent quelque chose de différent. Son regard devient plus clair, ses mouvements plus assurés, sa voix plus posée. Les autres ne comprennent pas toujours ce qui a changé. Ils ne voient que la surface. Mais à l'intérieur, un ordre nouveau s'est établi, et la vie extérieure finit toujours par refléter cette architecture invisible. La répétition est une clé dont la plupart ignorent la puissance. Un mot répété façonne une pensée. Une pensée répétée façonne une croyance. Une croyance répétée façonne un caractère. Et le caractère détermine la place qu'un homme finit par occuper dans le monde. Voilà pourquoi j'insiste pour que chacun commence la journée par une phrase qui redresse l'esprit vers le haut. Il n'est point de construction durable sans un rituel qui forge, jour après jour, la structure de l'intérieur. Lorsque l'homme se laisse remplir par des pensées étrangères, lorsqu'il écoute les discours des timorés, des sceptiques, des défaitistes, il permet à des intrus d'entrer dans la demeure de son esprit. Je compare souvent cette demeure à une grande maison aux murs délicats. Si l'on n'en garde pas l'entrée, les voleurs s'y invitent. Ils emportent le courage, le calme, la foi, et laissent à la place une agitation stérile qui épuise l'homme avant même qu'il ait commencé son ouvrage. Mais l'homme qui se répète « Je dirige mes pensées » garde sa porte intérieure. Il choisit ce qu'il laisse entrer, il refuse ce qui corrompt. Et lorsqu'il commence à exercer cette vigilance, une chose remarquable se produit. Les pensées nuisibles, privées de l'attention qui les entretenait, perdent leur force. Car les pensées sont semblables à des êtres vivants. Elles grandissent ou dépérissent selon la nourriture que l'on leur donne. Je voudrais que chaque lecteur comprenne ceci. La maîtrise des pensées n'est point une fantaisie poétique, c'est une loi. L'homme qui dirige son esprit dirige sa vie, car toutes ses actions, toutes ses décisions, toutes ses habitudes prennent racine dans ce terrain invisible. Si ce terrain est fertile et bien entretenu, la vie produira des récoltes dignes. Si ce terrain demeure négligé, la vie deviendra un champ envahi. Je pourrais citer des dizaines d'exemples. J'ai vu un vendeur modeste devenir un dirigeant respecté en moins de 3 années pour une seule raison. Il commença chaque matin par se dire intérieurement qu'il était capable, digne et destiné à progresser. Ses gestes suivirent cette déclaration. Les autres commencèrent à lui faire confiance. Il gravit les marches que son esprit avait bâties avant même qu'elles ne soient visibles. J'ai vu un homme ruiné retrouver sa place en s'imposant une règle simple. Chaque fois qu'une pensée de défaite se présentait, il la remplaçait par une phrase de maîtrise. Après plusieurs mois, sa démarche avait changé. Son visage montrait une résolution nouvelle. Et la vie elle-même commença à lui offrir des occasions qu'elle refusait auparavant. Ce n'est point un miracle, c'est une loi aussi ancienne que le monde. Ce qu'un homme nourrit en pensée finit par prendre chair dans son existence. Diriger ses pensées ne signifie pas se raconter des illusions, mais choisir l'orientation de son esprit. L'homme qui garde ses pensées tournées vers la force devient naturellement plus fort. L'homme qui entretient l'idée de son amélioration finit par s'améliorer. L'homme qui prononce chaque jour des paroles droites finit par marcher droit. Et voilà pourquoi la première phrase de ce cheminement doit être celle-ci. Je dirige mes pensées, et mes pensées dirigent de ma vie. Car lorsque l'homme adopte cette vérité comme un principe, tout le reste devient possible. La foi peut s'élever, le but peut se préciser, la discipline peut s'établir. Mais sans maîtrise de la pensée, toutes les autres richesses s'effondrent comme des murs bâtis sur du sable. Ainsi, je dis à celui qui veut commencer sa transformation, commence par tes pensées, car elles sont les architectes de ton avenir. Je ne connais rien de plus tragique que de voir un homme d'une grande valeur intérieure douter de lui-même simplement parce que son entourage ne perçoit pas encore ce qu'il porte. L'opinion du monde n'a jamais fait éclore un géant. C'est toujours la foi personnelle, cette conviction profonde qui ne s'explique point, mais se ressent comme une flamme, qui a soulevé les plus grandes entreprises humaines. La plupart attendent qu'on les approuve pour croire en eux-mêmes.
Ils ignorent que les hommes qui ont façonné l'histoire ont d'abord avancé dans la solitude intérieure. Edison n'attendait pas que l'on célèbre son idée pour y croire. Il la nourrissait en silence alors que d'autres se moquaient. Ford ne cherchait pas que l'on loue sa vision. Il avançait alors même qu'on lui disait que rien ne fonctionnerait. La foi véritable ne dépend jamais du regard extérieur. Lorsque je prononce cette phrase, je crois à ma puissance intérieure, même quand le monde l'ignore. Je rappelle à mon esprit que je possède une force que nul ne peut mesurer à ma place. Chaque être humain porte une étincelle qui, lorsqu'elle est activée, peut faire surgir des œuvres que personne ne croyait possibles. Mais cette étincelle ne se réveille jamais au contact du doute. Elle s'embrase par la répétition des mots qui élèvent. La foi est une force semblable à un courant invisible qui traverse tous les actes de l'homme. Quand elle est présente, elle donne à chaque pas une fermeté qui attire naturellement les occasions. Je l'ai observé chez les hommes qui bâtissent. Ils n'étaient point plus intelligents que les autres, mais ils étaient plus convaincus. Leur conviction était comme une chaleur que l'on sentait en leur présence, une énergie qui poussait les autres à vouloir les suivre. Un homme peut porter en lui une grande richesse d'esprit, mais s'il manque de foi, tout demeure stérile. Et lorsqu'un homme nourrit sa foi chaque jour par une phrase qui la réveille, cette phrase s'étend à tout son être. Les doutes diminuent, les hésitations se dissipent, les craintes perdent leur pouvoir. La foi agit comme un garde invisible qui éloigne les pensées destructrices et attire les pensées constructives. Il faut comprendre ceci, la foi ne naît pas par hasard. Elle n'est pas un don mystérieux réservé à quelques élus. Elle se forge comme on forge une lame dans la chaleur du feu. Chaque fois que l'homme répète une phrase qui affirme sa valeur, il renforce un muscle intérieur. Et à force de répétition, ce muscle devient si vigoureux qu'il supporte le poids des grandes décisions. J'ai interrogé des hommes de réussite que beaucoup considéraient comme des géants. Lorsque je leur demandais comment ils avaient fait pour continuer malgré les obstacles, ils répondaient presque tous la même chose. Je croyais en ma cause avant que le monde ne la voie. Ils prononçaient cette croyance en silence, parfois avec une voix brisée par la fatigue, mais la répétaient assez longtemps pour qu'elle devienne leur force. La foi est semblable au souffle que l'on donne à un feu pour l'empêcher de s'éteindre. Quand l'homme se dit chaque jour qu'il possède une puissance intérieure, il souffle sur une braise. Au début, elle semble minuscule, fragile. Puis les jours passent, et cette braise devient une flamme qui éclaire son chemin. Et un jour, cette flamme devient si vive qu'elle illumine aussi les autres. Il est inutile de chercher la foi dans les circonstances extérieures. Elles changeront 1000 fois. Les hommes applaudiront un jour et tourneront le dos le lendemain. Les conditions seront favorables un matin et hostiles le soir. Celui qui fonde sa confiance sur ce qui change bâtit sur du sable. Celui qui fonde sa confiance sur ses convictions bâtit sur le roc. La foi transforme l'homme lui-même. J'ai observé qu'un individu rempli de foi possède un regard différent, plus fixe, plus calme, davantage tourné vers l'horizon que vers les obstacles. Sa voix porte une assurance que les autres ressentent sans qu'il ait besoin de forcer le ton. Sa manière de se tenir révèle une maîtrise intérieure. La foi devient visible dans les gestes, bien qu'elle soit née dans les mots silencieux. On me demande souvent, comment acquérir cette foi indestructible ? Je réponds toujours la même chose, par la répétition volontaire de phrases qui rappellent à l'homme sa véritable nature. L'esprit humain fonctionne selon l'habitude. Ce que l'on répète se grave. Si un homme répète chaque jour « je suis faible », son esprit deviendra faible. S'il répète chaque jour « je crois » à ma puissance intérieure, son esprit se fortifiera inévitablement. Je n'ai jamais rencontré un seul homme de succès qui n'ait cultivé une forme de foi. Même ceux qui ne la nommaient pas ainsi reconnaissaient qu'ils portaient une conviction intime que rien ne pouvait leur enlever. Ils s'y accrochaient quand tout semblait contre eux. Et souvent, c'est parce qu'ils persistaient à croire que les circonstances finissaient par s'ouvrir. Mais la foi véritable possède une autre qualité. Elle attire. L'homme animé de conviction attire naturellement l'appui d'autres esprits, car les hommes se regroupent autour de ceux qui avancent avec assurance. Il devient un point de ralliement. Ses paroles inspirent, ses gestes rassurent, sa présence donne confiance. Les autres se mettent à percevoir en lui une force qu'ils n'avaient jamais remarquée auparavant. Souvent, l'homme qui commence à prononcer cette phrase
ne voient aucun changement visible dans les premiers jours. C'est normal. Il ne s'agit pas d'un miracle soudain, mais d'un travail souterrain. C'est comme lorsqu'on plante une graine. Rien ne se passe en surface au début. Pourtant, dans le sol, la graine se prépare, elle se renforce, elle s'enracine. De même, la foi se construit avant d'être visible. Et soudain, un jour, cette foi intérieure commence à transparaître dans l'action. L'homme ose davantage. Il prend des initiatives qu'il n'aurait jamais prises autrefois. Il parle avec une vigueur nouvelle. Et lorsqu'il agit avec foi, la vie elle-même semble se déplacer pour lui faire place. Les opportunités qu'il cherchait depuis des années apparaissent comme portées par une main invisible. Ce phénomène n'est point mystérieux. L'homme qui croit en lui-même utilise mieux ses facultés. Son esprit est plus ouvert, son jugement plus clair, sa volonté plus ferme. Les portes qu'il croyait fermées ne l'étaient pas. Elles attendaient seulement qu'il approche avec assurance. Beaucoup confondent impossibilité et absence de foi. Là où l'homme de doute recule, l'homme de conviction avance. J'ai vu des hommes ordinaires accomplir des choses extraordinaires lorsqu'ils se mirent à croire en leur puissance intérieure. J'ai vu des individus silencieux devenir des orateurs éloquents. J'ai vu des travailleurs modestes devenir des dirigeants respectés. Et lorsqu'on leur demandait la cause de leur transformation, ils répondaient « J'ai commencé à croire que je pouvais ». La foi est la mère du courage. Un homme qui croit en lui-même ne se laisse pas écraser par les critiques. Il ne tremble pas devant les obstacles. Il avance avec la tranquillité de celui qui sait que la vie finit toujours par obéir à la conviction ferme. Les fantômes de la peur, du doute, du jugement d'autrui perdent leur pouvoir devant un esprit rempli de foi. Et pourtant, je dois rappeler ceci, la foi n'est pas un sentiment passager. C'est une décision renouvelée chaque matin. Elle doit être entretenue comme une flamme que le vent pourrait éteindre si l'on cesse de la nourrir. Voilà pourquoi cette phrase doit être répétée chaque jour, avec constance, avec vigueur, jusqu'à ce qu'elle devienne la voix dominante dans l'esprit. L'homme qui répète cette phrase commence à se voir différemment. Il reconnaît en lui des facultés qu'il ignorait. Il découvre qu'il peut persévérer plus longtemps qu'il ne le pensait. Il trouve des idées nouvelles, parce que la foi ouvre les portes de l'imagination. Son esprit attire des solutions que le doute lui cachait. Et peu à peu, il devient un homme nouveau. Lorsque la foi prend racine, elle rehausse tout ce qu'elle touche. Le langage devient plus noble, les actions plus dignes, les décisions plus fermes. Les autres le sentent. Ils s'approchent de cet homme comme on se rapproche d'une source claire. Ils ne savent pas toujours expliquer ce qui les attire, mais ils reconnaissent une force tranquille. Et c'est ainsi que l'homme qui croyait être ignoré par le monde devient soudain celui que le monde observe. La réussite ne vient pas à ceux qui cherchent à être vus, mais à ceux qui cultivent intérieurement une foi assez grande pour illuminer leur chemin. Voilà pourquoi je dis que cette deuxième phrase est indispensable. Je crois à ma puissance intérieure, même quand le monde l'ignore. Car lorsque l'homme s'appuie sur sa propre conviction, il n'a plus besoin que les autres la voient. Et paradoxalement, c'est lorsque cette conviction devient indépendante du regard extérieur que les regards commencent à se tourner vers lui. Il n'existe point de force plus négligée dans la vie des hommes que celle du désir défini. La plupart vivent sans direction, comme un navire dont les voiles seraient déployées sans qu'aucune main n'en tienne le gouvernail. Ils espèrent, ils tâtonnent, ils essaient un chemin puis un autre et s'étonnent ensuite de n'atteindre aucun rivage. Mais nul ne peut parvenir à un but qu'il n'a jamais formulé. Lorsque j'affirme « je sais ce que je veux » et je marche vers ce but chaque jour, je ne fais pas qu'exprimer une idée. Je trace une route dans mon esprit. Je rappelle à mon âme un principe que les hommes les plus accomplis ont toujours observé. Toute réussite commence par une image précise de ce que l'on cherche à obtenir. L'esprit ne peut accomplir que ce qu'il peut voir, et il ne peut voir que ce qu'on lui présente. Je me souviens de mes conversations avec M. Carnegie. Son regard brillait lorsqu'il parlait de son ascension. Il disait que le jour où il avait écrit clairement ce qu'il voulait devenir, un mouvement intérieur s'était déclenché, comme si la vie elle-même lui avait fait comprendre la direction à suivre. Le désir défini est une boussole, intérieure. Sans elle, l'homme tourne en cercle, même lorsqu'il s'imagine avancer.
Le désir confus est un vœu. Le désir défini est une force. Il attire les idées, les occasions, les ressources, car il donne à l'esprit une orientation constante. L'homme qui sait ce qu'il veut regarde devant lui. L'homme qui ne sait pas regarde autour de lui. Et celui qui regarde autour de lui ne trouve rien d'autre que des distractions. Tandis que celui qui regarde devant lui trouve une route. Lorsque je répète cette phrase, je me rappelle que mon esprit ne peut porter qu'une seule pensée dominante à la fois. S'il porte un but clair, il travaille pour ce but. S'il ne porte rien que des doutes, il travaille malgré lui pour ses propres incertitudes. Et ainsi, l'homme ordinaire passe sa vie à bâtir ce qu'il ne veut pas, faute d'avoir affirmé ce qu'il voulait. Le désir défini donne à l'homme une allure différente. Son pas devient plus ferme, car il sait ce vers quoi il se dirige. Ses paroles sont plus nettes, car elles portent la marque de la résolution. Les autres sentent cette direction intérieure comme on sent le courant d'un fleuve puissant. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi, mais ils respectent celui qui avance avec certitude. J'ai rencontré de jeunes hommes brillants qui avaient toutes les qualités nécessaires pour réussir, mais qui échouaient parce qu'ils n'avaient jamais choisi un but unique. Ils voulaient 1000 choses, mais n'en poursuivaient aucune. Leur force se dispersait comme un vent faible. Et l'on ne peut soulever de lourdes charges avec un souffle incertain. Le désir défini doit être non seulement clair, mais ardent. Il doit brûler avec une telle intensité que les faiblesses humaines, indécision, paresse, crainte, n'osent plus se présenter. L'homme animé d'un tel désir ne s'arrête pas devant les obstacles. Il les contourne, les surmonte ou les dissout par la persévérance. Il sait ce qu'il cherche, et ainsi, chaque jour devient un pas vers ce qu'il veut. Je répète souvent que la vie répond au désir dominant, comme le métal répond à l'aimant. Si vos pensées sont faibles, elles attirent ce qui est faible. Si elles sont élevées, elles attirent ce qui est élevé. Le désir défini est cet aimant intérieur qui ordonne au monde de se réarranger autour de votre intention. Il n'agit pas mystérieusement, il agit logiquement, car un homme orienté agit différemment d'un homme sans direction. Lorsque l'homme proclame « Je marche vers ce but chaque jour », il établit un pacte avec lui-même. Ce pacte l'oblige à chercher dans chaque circonstance une voie pour progresser. Même une journée pauvre en résultats devient utile, car elle est consacrée à l'avancement d'un but unique. La constance est la force la plus sous-estimée de la nature humaine. Mais elle est aussi la plus redoutable. Il existe un secret que peu connaissent. La plupart des hommes renoncent non parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent assez clairement pour persévérer. L'esprit confus renonce rapidement. L'esprit défini endure. Et celui qui endure finit toujours par dépasser celui qui se disperse. Je me souviens d'un jeune homme qui, après avoir entendu un de mes discours, m'approcha avec des yeux ardents. Il me dit « Monsieur, j'ai compris, je n'ai jamais su exactement ce que je voulais. » Je lui appris à écrire son désir, à le prononcer chaque matin. 3 années plus tard, je reçus une lettre de lui. Il avait dépassé tout ce qu'il s'imaginait pouvoir accomplir. Car pour la première fois, il savait ce qu'il poursuivait. Le désir défini transforme aussi la manière dont les autres nous perçoivent. Un homme qui va quelque part attire plus facilement la coopération. Les gens préfèrent suivre celui qui sait, plutôt que celui qui cherche. Celui qui annonce clairement son but devient un point de repère dans l'esprit des autres. Il inspire confiance, non par ses paroles, mais par sa certitude intérieure. Les occasions ne se présentent pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui avancent. Elles cherchent les hommes en mouvement. Le simple fait d'agir chaque jour en direction d'un but défini ouvre des portes que l'immobilité laisse fermer. On croit parfois qu'un événement heureux tombe du ciel. En réalité, il tombe sur la route de celui qui marche. Il faut comprendre que cette marche quotidienne n'a pas besoin d'être grandiose. Elle doit être continue. Même un pas minuscule vaut mieux qu'un long repos. L'esprit se fortifie dans la continuité. Et l'habitude d'avancer chaque jour finit par bâtir un élan que rien ne peut arrêter. C'est par la répétition du mouvement que les plus hautes montagnes ont été gravies. Je remarque souvent que les hommes perdent leur force lorsqu'ils dispersent leur énergie sur trop de désirs à la fois. Le désir défini est une concentration. Il rassemble toutes les facultés, la volonté, la foi, l'imagination, la discipline.
Il réunit en un seul point ce qui était auparavant éparpillé. Et cette concentration crée une puissance que rien ne peut égaler. Lorsque je répète cette phrase, je fais plus qu'affirmer un but. Je me transforme. Je rappelle à mon être entier la direction sacrée de mon existence. Je me rappelle que la vie obéit à ceux qui savent commander et qu'il n'est point de commandement plus puissant que celui qui s'exerce sur soi-même. J'ai étudié des milliers d'hommes. J'ai vu des fortunes immenses naître de simples désirs écrits avec soin, entretenus avec ferveur, poursuivis avec constance. J'ai vu des hommes humbles devenir des figures influentes. J'ai vu des existences stagnantes devenir des ascensions brillantes. Et toujours, le point de départ était le même. Un désir clair. Mais ce désir doit être répété, car l'esprit humain oublie facilement. Il se laisse distraire, égarer, affaiblir. La répétition maintient la flamme vive. Elle empêche la poussière du doute de recouvrir la vision intérieure. Elle rappelle chaque matin à l'homme la grandeur qu'il a choisie. Il faut aussi que ce désir soit écrit. L'écriture fixe la pensée dans la matière. Elle l'ancre dans la mémoire. Elle transforme ce qui était vague en ce qui devient réel. Les grands hommes écrivaient ce qu'ils voulaient. Ils portaient leurs désirs dans leur poche, sur leur bureau, dans leur esprit. Et chaque fois qu'ils le lisaient, une force nouvelle s'éveillait. L'homme qui sait ce qu'il veut finit par devenir la personne capable de l'obtenir. Car le désir défini ne transforme pas seulement la vie extérieure, il transforme l'homme lui-même. Il le façonne, le forme, le fortifie. Il le prépare à recevoir ce qu'il poursuit. Voilà pourquoi cette troisième phrase possède un pouvoir immense. Je sais ce que je veux, et je marche vers ce but chaque jour. Celui qui prononce ces mots avec sincérité appelle la vie à se structurer autour de son intention. Et celui qui persévère dans cette marche devient inévitablement le maître de son destin. Depuis que j'étudie la nature humaine, j'ai découvert une loi que presque tous ignorent, et pourtant elle agit sur chacun avec la précision d'un mécanisme immuable. Cette loi veut que l'esprit devienne inévitablement ce qu'il répète. L'homme qui répète ses faiblesses devient faible. Celui qui répète sa force devient fort. Ainsi se forge la destinée intérieure avant de devenir visible. Lorsque je dis « je répète ce qui me rend plus fort », je rappelle à mon esprit qu'il est semblable à un fleuve qui creuse son lit. Chaque pensée répétée, chaque idée entretenue, chaque parole murmurée façonne le terrain mental. Et lorsque la répétition est constante, elle sculpte une route profonde par laquelle toutes les pensées futures finiront par circuler. J'ai vu des hommes éminents pratiquer cette loi sans parfois la nommer. Edison, par exemple, répétait silencieusement des affirmations de calme et de certitude lorsque ses expériences semblaient s'effondrer. Il se parlait comme un général encourage ses troupes. Et ses paroles devenaient des ordres, non seulement pour son esprit, mais pour les événements eux-mêmes, qui finissaient par se plier à sa volonté tenace. La répétition n'a rien de mystérieux. Elle est la base même de l'apprentissage. L'enfant qui apprend à marcher se relève 1000 fois. C'est par la répétition qu'il maîtrise le mouvement. Le musicien répète les mêmes notes jusqu'à ce qu'elles deviennent son langage naturel. De même, l'homme doit répéter les idées qu'il élève jusqu'à ce qu'elles deviennent sa nature profonde. Lorsque l'on observe de près les hommes vaincus, on découvre qu'ils répètent inconsciemment des phrases qui les amoindrissent. Leur esprit ressasse des pensées de crainte, de doute, d'incertitude. Et leur vie finit par refléter ces mêmes pensées. Je n'ai jamais rencontré un homme au destin malheureux qui ne nourrissait pas intérieurement des maux destructeurs, souvent sans s'en rendre compte. L'autosuggestion n'est pas un art sorcier. Elle est l'acte de nourrir l'esprit de ce que l'on veut qu'il devienne. Tout comme l'on choisit les aliments qui fortifient le corps, l'homme doit choisir les pensées qui fortifient l'âme. Et il doit les répéter avec constance, car une pensée répétée devient une conviction, et une conviction devient une force. Je compare souvent l'esprit à un jardin. Si l'on ne plante rien volontairement, les mauvaises herbes l'occupent aussitôt. De même, si l'homme ne répète pas des pensées nobles, les pensées faibles s'installent d'elles-mêmes. Elles poussent rapidement, étouffent les idées élevées et rendent l'esprit stérile. Mais celui qui répète jour après jour des mots qu'il élève chasse les mauvaises herbes par simple abondance de semences nobles. Lorsque j'ai étudié plus de 25 000 individus classés comme des échecs par la société, j'ai observé qu'ils avaient tous un point en commun. Ils répétaient sans cesse des phrases négatives. Tantôt ils disaient qu'ils n'y arriveraient pas. Tantôt ils affirmaient que la chance leur était hostile.
Tantôt ils jugeaient leurs efforts inutiles. Ils nourrissaient leur esprit comme on nourrit une ombre, et leur vie devenait une succession d'ombres. La répétition possède un pouvoir encore plus profond. Elle transforme la perception que l'homme a de lui-même. Un individu qui répète chaque jour une pensée de force commence à se voir comme un homme fort. Et lorsqu'il possède cette vision intérieure, il agit différemment. Ses épaules se redressent, sa voix devient plus ferme, son regard porte plus loin. Les autres perçoivent ce changement et s'ajustent à lui. J'ai observé un jour un jeune homme timide, qui avait pour habitude de se dire intérieurement qu'il n'était pas à la hauteur. Après l'avoir conseillé, je lui demandai de remplacer cette phrase par une déclaration de force répétée chaque matin. Au début, ces mots lui semblaient étrangers, mais après quelques semaines, son entourage commença à remarquer son assurance. Ce n'était point une magie, c'était la loi de la répétition. La répétition disciplinée est la clé de la transformation. L'homme ne doit pas attendre que les circonstances le motivent. Il doit se motiver lui-même par la répétition de paroles qui allument en lui une énergie nouvelle. Les circonstances finissent par suivre, mais elles ne mènent point la danse. Elles obéissent à la musique intérieure. La répétition est d'autant plus puissante lorsqu'elle est liée à un désir ardent. Les mots répétés avec passion s'impriment plus profondément dans le subconscient. Ils y descendent comme des ordres donnés à une armée silencieuse qui commence aussitôt à s'organiser. Le subconscient ne discute pas. Il obéit aux idées dominantes. Et les idées dominantes sont toujours celles que l'on répète le plus. Celui qui répète une phrase noble finit par attirer des pensées semblables. L'esprit est comme un aimant qui attire ce qui correspond à sa vibration intérieure. Une pensée élevée en attire d'autres. Une pensée courageuse renforce les autres pensées courageuses. Et bientôt, l'esprit devient un réservoir de force, d'où l'homme peut puiser sans crainte d'épuisement. Je voudrais que chacun comprenne que la répétition crée des habitudes mentales. Or, les habitudes gouvernent l'existence. Un homme peut modifier sa vie entière en modifiant quelques habitudes de pensée. Ce processus semble lent, mais il est certain. Comme le marbre s'use sous l'effet de gouttes répétées, l'esprit se transforme sous l'effet de pensées répétées. Lorsque j'appris que le subconscient ne distingue jamais le vrai du faux, mais obéit simplement aux paroles que l'esprit lui transmet, je compris que l'homme possède un pouvoir immense, car en répétant ce qui le fortifie, il modèle son esprit comme un artisan modèle l'argile. Il donne forme à ce qui finira par déterminer chaque acte. Mais il existe un piège. La répétition doit être consciente. Si l'homme répète des pensées par négligence, sans les choisir, il nourrit ses faiblesses. Il se raconte des histoires de défaite, de peur, de doute. Et ces histoires deviennent des prisons mentales. La seule manière d'échapper à cette prison est d'imposer à l'esprit une nouvelle discipline. Lorsque je prononce la phrase « je répète ce qui me rend plus fort », je me donne un commandement. Ce commandement établit une direction nouvelle. Il refuse l'entrée aux pensées destructrices. Il appelle les pensées nobles à se rassembler et à devenir l'armée intérieure qui guidera ma vie. J'ai vu des hommes autrefois hésitants devenir des leaders solides simplement en changeant leurs habitudes de répétition mentale. Ils se répétaient chaque matin qu'ils deviendraient meilleurs, plus fermes, plus dignes. Ils se répétaient qu'ils étaient capables de franchir les obstacles. Et lorsqu'ils commencèrent à croire ce qu'ils répétaient, ils accomplirent ce qu'ils croyaient. Les autres sentent cette force intérieure. Même sans entendre les mots répétés, ils perçoivent l'énergie nouvelle. L'homme discipliné dans ses pensées attire naturellement le respect. Sa présence inspire confiance. On se tourne vers lui dans les moments difficiles, car on reconnaît sa solidité intérieure. Cette solidité est le fruit de milliers de répétitions invisibles. Lorsque l'homme répète ce qui le rend fort, il renforce sa foi, son désir, sa discipline. La répétition est le ciment qui unit ces trois piliers. Sans elle, aucun d'eux ne demeure solide. Avec elle, ils deviennent une fondation inébranlable. Et sur une telle fondation, l'homme peut bâtir une vie digne. Voilà pourquoi je dis que cette phrase est essentielle. Elle rappelle à l'homme que sa grandeur dépend de ce qu'il plante dans son esprit, et que ce qu'il plante se cultive par la répétition. Ainsi, lorsque j'affirme chaque jour, je répète ce qui me rend plus fort jusqu'à ce que mon esprit le devienne. Je confirme à la vie que je refuse de laisser ma pensée dériver. Je choisis la direction, je choisis la force, je choisis la croissance. Au cours de mes années d'études, j'ai observé une vérité que peu d'hommes discernent.
Ce ne sont souvent ni les circonstances extérieures, ni les obstacles visibles qui détruisent la force intérieure d'un individu. Ce sont les mots qu'il prononce en secret, les discours intérieurs qu'il entretient, les formules qu'il répète sans vigilance. L'homme peut être entouré de grandes possibilités, mais s'il nourrit des paroles faibles, il devient faible lui-même. Lorsque je dis « je refuse les mots qui affaiblissent mon âme », je me dresse contre un ennemi intérieur plus redoutable que tous les ennemis extérieurs réunis. Car les mots sont les outils avec lesquels l'homme bâtit ou détruit son propre caractère. Chaque mot répété descend dans les profondeurs de l'esprit et agit comme une graine. Une graine de faiblesse produit des fruits de faiblesse. Une graine de dignité produit des fruits de puissance. L'homme ordinaire se laisse envahir par des paroles qu'il croit inoffensives. Il dit qu'il n'est pas capable, qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a pas ce qu'il faut. Ces phrases semblent légères, mais elles transportent un poison subtil qui ronge l'esprit lentement. Et lorsque ce poison s'est installé, l'homme se croit réellement diminué, alors que seule sa pensée s'est inclinée devant des mots indignes. Les hommes qui se sont élevés au-dessus de la moyenne ont tous observé une règle inébranlable. Ils ne prononcent jamais un mot qui s'oppose à leur but. Ils ne se permettent jamais de nourrir une phrase qui affaiblit leur volonté. Ils ne donnent à leur esprit que des paroles qui soutiennent leur marche. J'ai vu M. Ford, dans les moments où tout semblait se dresser contre lui, refuser de prononcer ne serait-ce qu'une parole de découragement. Il disait « Nous trouverons le moyen ». Et la vie lui donnait raison. Les mots faibles sont comme des fissures dans la forteresse mentale. Une petite fissure laisse entrer l'humidité, puis le froid, puis la brisure. Ainsi la faiblesse s'installe-t-elle. Mais celui qui refuse ces mots protège son esprit comme on protège un trésor. Il sait que sa vision intérieure est précieuse, qu'elle doit être protégée de tout ce qui peut la ternir. La plupart des difficultés humaines ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent des mots que l'homme répète en silence. Les mots de crainte attirent la crainte. Les mots d'hésitation créent l'hésitation. Les mots de doute appellent le doute. L'homme devient le serviteur de ce qu'il se raconte. Il se forge des chaînes avec ses propres phrases. Lorsque j'affirme que je refuse les mots qui affaiblissent mon âme, je ferme volontairement la porte à ces pensées destructrices. Je les expulse avant qu'elles ne s'installent. Je reconnais leur nature, je les vois venir sous forme de murmures intérieurs, et je leur oppose immédiatement une phrase qui renforce ma dignité. Un homme n'a pas besoin d'élever la voix pour être puissant. Il lui suffit de refuser de nourrir les paroles faibles. J'ai interrogé un jour un homme qui avait réussi à sortir d'une longue période de défaite. Il me raconta que le premier pas fut simplement ceci. Il cessa de répéter les phrases qu'il disait depuis des années. Il s'interdit de dire qu'il était malchanceux. Il s'interdit de dire qu'il était écrasé. Il s'interdit de dire qu'il était destiné à peu. Et lorsque ces phrases disparurent, une lumière nouvelle entra en lui. La voix intérieure est comme un compagnon invisible qui suit l'homme où qu'il aille. Elle l'encourage ou elle le détruit. Elle l'élève ou elle l'enterre. L'homme sage choisit cette voie avec soin. Il refuse les mots indignes comme un roi refuse la présence de traîtres dans son palais. Il ne leur laisse aucune place, car il sait qu'un seul traître suffit à affaiblir toute une armée. Les mots faibles prennent souvent la forme de plaintes, de justifications, d'excuses. Ils semblent inoffensifs, mais ils tuent silencieusement la volonté. Lorsque l'homme dit qu'il ne peut pas, il ordonne à son esprit de ne pas chercher. Lorsque l'homme dit qu'il est fatigué, il ordonne à son énergie de se retirer. Lorsque l'homme dit qu'il est vaincu, il ordonne à la vie de le traiter comme tel. L'un des plus beaux exemples que j'ai observés est celui d'un jeune homme qui répétait souvent des phrases de regret. Il se disait constamment qu'il avait manqué sa chance, qu'il était trop tard. Je lui fis remarquer qu'il portait en lui la graine de ses propres obstacles. Il décida alors d'effacer ces phrases. Et à mesure qu'il effaçait ses regrets, les occasions commencèrent à se présenter. Car la vie n'écoute pas les excuses, elle écoute les ordres de l'esprit. Lorsqu'un homme renonce aux mots qui l'affaiblissent, il découvre qu'il possède une force qu'il croyait perdue. Il se sent plus droit, plus ferme, plus vivant. Son esprit devient clair. Il voit ce qu'il n'avait jamais vu.
Les obstacles lui semblent moins grands car la voie qui les aggravait a disparu. Une simple discipline de mots peut sauver une existence entière. Je veux que chacun comprenne ceci. Il est impossible de nourrir des mots faibles et d'avoir une vie forte. Impossible. Les mots sont les maîtres de la pensée. La pensée est la maîtresse de la conduite. Et la conduite est la maîtresse du destin. Tout commence par un mot. Un mot ignoré peut ruiner une vie. Un mot choisi peut la reconstruire. Voilà pourquoi l'homme doit surveiller ses paroles intérieures avec la même vigilance qu'un gardien surveille une porte sacrée. Il doit mesurer chaque phrase selon un critère simple. Ce mot me rend-il plus fort ou plus faible? Si ce mot affaiblit, il doit être rejeté. Si ce mot fortifie, il doit être répété. Ainsi, l'esprit se façonne. Ainsi, la vie s'organise. J'ai vu des hommes se relever de ruines simplement en changeant leur langage intérieur. Ils passèrent de la plainte au courage, de la crainte à la résolution, du regret à l'action. Leur monde extérieur suivit ce changement, car la vie ne peut offrir autre chose que ce que l'esprit ordonne. Lorsque j'affirme cette phrase, je reconnais ma responsabilité totale dans la construction de ma force. Je ne laisse plus les paroles faibles s'installer. Je ne me raconte plus des histoires destructrices. Je choisis mes mots comme un bâtisseur choisit des pierres solides pour élever un édifice durable. Et je voudrais que chacun comprenne que cette discipline n'élimine pas seulement les mots faibles. Elle ouvre un espace pour accueillir les mots de conviction, de courage, de dignité. Car lorsqu'on chasse la faiblesse, la force trouve immédiatement une place pour entrer. Voilà pourquoi cette cinquième phrase possède un pouvoir que beaucoup sous-estiment. Je refuse les mots qui affaiblissent à mon âme. Elle purifie l'esprit, elle élève la pensée, elle renforce la volonté, elle prépare l'homme à accueillir les phrases de grandeur qu'il répétera ensuite. Il existe une vérité que beaucoup d'hommes ne découvrent qu'après une longue vie remplie de regrets. Chaque journée est un morceau de destin que l'on sculpte soi-même. La plupart se lèvent en croyant que les heures leur appartiennent, alors qu'en réalité, ce sont leurs habitudes, leurs hésitations, leurs distractions qui les possèdent. L'homme ne devient libre que lorsqu'il reconnaît que chaque journée doit être façonnée par sa main et non laissée à la dérive. Lorsque je prononce « je suis l'artisan de ma journée », je rappelle à mon esprit que la vie ne me doit rien. C'est moi qui dois lui imposer une forme. Une journée sans direction se disperse, elle s'effrite, elle se perd. Mais une journée organisée autour d'un but se densifie, se renforce, devient un pas solide dans la construction d'une existence digne. Les hommes de réussite possèdent tous cette même qualité. Ils commencent leur journée par une décision. Non pas une fantaisie, non pas un vague désir, mais un ordre intérieur. Ils décident de ce qu'ils accompliront avant même d'avoir mis un pied dehors. C'est cette décision matinale qui donne à leurs actions une cohérence et un poids que l'on ne trouve point chez ceux qui se lèvent sans gouvernail. J'ai interrogé Henry Ford à ce sujet. Il me dit que chaque journée était pour lui un bloc de matière brute qu'il devait façonner, comme un artisan travaille une pièce de métal. La journée ne lui présentait pas toujours ce qu'il désirait, mais il lui imposait ce qu'il voulait en tirer. Et c'est cette attitude qui transforma une modeste entreprise en une puissance industrielle respectée dans le monde entier. L'homme qui ne commande pas sa journée devient le serviteur des circonstances. Une simple contrariété suffit à l'éloigner de sa route. Une distraction le détourne, une critique l'arrête. Il passe son temps à répondre plutôt qu'à créer, à subir plutôt qu'à avancer. Et ses journées s'échappent comme du sable entre les doigts. Rien de durable ne peut naître d'une telle existence. Lorsque je répète cette phrase, je prends possession de mes heures. Je me rappelle que je dois décider dès l'aube de l'esprit dans lequel je marcherai. Car la manière dont on commence une journée influence tout ce que l'on accomplira jusqu'au soir. L'homme qui se lève avec résolution marche différemment de celui qui se lève avec hésitation. Il ne suffit pas d'être actif, il faut être dirigé. Un homme peut travailler 10 heures et avancer moins qu'un autre qui travaille 1 heure avec intention. J'ai vu des individus s'épuiser sans progresser, simplement parce qu'ils ne planifiaient rien de précis. Leur énergie se dispersait dans 1000 directions. Tandis que celui qui oriente sa journée concentre sa force comme un rayon qui brûle. La décision est une force virile, une puissance intérieure que les faibles ne comprennent pas. Elle exige de l'homme qu'il tranche, qu'il choisisse, qu'il rejette ce qui ne le sert pas. J'ai observé que les individus indécis ne manquent ni d'intelligence, ni de talent. Ils manquent de cette décision ferme qui donne un ordre exact à la journée. Et sans ordre, la journée s'épuise.
Lorsque je dis que nul autre ne façonne ma journée, j'affirme que je refuse de céder la maîtrise de mon temps. Je refuse que les soucis m'imposent leur cadence. Je refuse que l'opinion d'autrui devienne mon horloge. Je refuse que la paresse ordonne mes gestes. Je veux que ma journée porte l'empreinte de ma volonté et non celle de mes faiblesses. J'ai interviewé des hommes qui avaient déconnu de grandes réussites et je leur posais souvent cette question. Quelle est votre discipline la plus importante? La plupart répondaient qu'ils commençaient leur journée par un acte de détermination, silencieux mais ferme. Ils se parlaient à eux-mêmes, non pour se flatter, mais pour rappeler à leur esprit qu'ils étaient les maîtres de leurs heures. Un homme qui commence sa journée sans se gouverner ressemble à un cheval sans cavalier. Il court, mais sans direction. Et cette course le fatigue sans le mener nulle part. L'homme doit monter sur sa journée, la tenir fermement, lui imposer la route qu'il a choisie. Sans cela, elle s'emporte vers des chemins qui ne mènent à rien. La vie se montre généreuse envers ceux qui la dirigent. Elle se montre indifférente envers ceux qui la subissent. J'ai vu des individus obtenir en quelques années ce que d'autres n'obtiennent jamais, simplement parce qu'ils avaient fait de chaque journée une pierre ajoutée à leur édifice. Leur constance rachetait leurs erreurs, leur discipline magnifiait leur talent. Les autres perçoivent cette force. Un homme maître de sa journée possède une manière de marcher, de parler, de regarder qui inspire confiance. On sent qu'il sait où il va. On sent qu'il ne se laisse pas égarer. Les gens se tournent naturellement vers lui, car son comportement témoigne de son autorité intérieure. Et cette autorité est toujours le fruit de décisions répétées chaque matin. L'homme qui veut sculpter sa destinée doit commencer par sculpter ses journées. Il doit les modeler avec soin, comme un sculpteur façonne une statue. Chaque action, même modeste, doit servir un but. Chaque heure doit être utilisée avec intention. Ce n'est point une discipline rigide, c'est une liberté choisie, car l'homme qui organise ses journées se libère de l'esclavage du hasard. J'ai rencontré un entrepreneur dont la réussite semblait presque miraculeuse. Lorsqu'il me parla de ses habitudes, je découvris qu'il consacrait chaque matin un moment à décider de ce que serait sa journée. C'était une cérémonie simple, presque humble, mais elle gouvernait tout. Il me dit « Je commence par décider, ensuite je fais ». Et dans ce peu de mots se trouvait le secret. Lorsque l'homme déclare qu'il est l'artisan de sa journée, il renonce à la posture du spectateur. Il cesse d'attendre que quelque chose se produise. Il provoque, il agit, il initie, il dirige. Et c'est ainsi qu'il devient un acteur de sa vie plutôt qu'un figurant dans sa propre histoire. Il existe un obstacle que beaucoup rencontrent, la tentation de remettre à plus tard. Cette tentation détruit plus de destins que toutes les catastrophes réunies. L'homme qui ne commande pas son matin remettra toujours son après-midi. Celui qui hésite une heure hésitera toute la journée. Voilà pourquoi il est vital de prendre la décision dès l'aube, avant que les pensées faibles n'aient le temps d'entrer. La discipline d'une journée bien dirigée prépare l'esprit à la victoire. Elle purifie la pensée. Elle élimine le superflu. Elle concentre l'attention là où elle est nécessaire. Elle transforme l'homme en une force qui ne vacille pas. Et lorsque cette discipline devient une habitude, elle transforme non seulement l'homme, mais la vie elle-même. Je voudrais que chacun comprenne ceci. La journée ne se contente pas d'être vécue, elle se construit. Chaque pensée, chaque action, chaque décision ajoute ou enlève quelque chose à l'édifice. Il n'y a point de neutralité. Une journée mal employée affaiblit. Une journée bien employée fortifie. Voilà pourquoi l'homme doit devenir l'artisan de chacune d'elles. Lorsque je répète cette phrase, je me lie à ma propre volonté. Je m'engage envers moi-même. Je déclare que je suis responsable de l'usage de mon temps. Et cet engagement transforme ma posture. Je marche différemment. Je pense différemment. Je vis différemment. Car un homme qui sait qu'il est maître de ses heures devient maître de son destin. Voilà pourquoi cette 6e phrase possède un pouvoir immense. Je suis l'artisan de ma journée et nul autre ne la façonne à ma place. Elle écarte l'indécision. Elle écrase la paresse. Elle chasse le doute. Elle réveille la dignité. Elle élève chaque heure au rang d'outil sacré. Et elle prépare silencieusement l'homme à devenir celui qu'il a décidé d'être. Il existe une loi silencieuse qui gouverne toute croissance humaine. Rien ne demeure immobile. L'homme progresse ou régresse, s'élève ou décline, se fortifie ou s'affaiblit.
Mais il ne reste jamais identique à lui-même. Chaque pensée, chaque acte, chaque journée le transforme. C'est pourquoi je répète, je deviens chaque jour plus fort, plus clair, plus digne de mon but. Ces mots établissent une direction profonde, un mouvement constant vers le haut. Lorsque j'observais les hommes que le monde appelait grands, je remarquais une chose remarquable. Ils ne cherchaient pas à devenir parfaits en un jour. Ils cherchaient à devenir meilleurs chaque jour. Cette progression continue était leur force secrète. Ils n'attendirent pas les conditions idéales. Ils avançaient, même d'un pas. Et chaque pas les rapprochait du sommet, tandis que les autres demeuraient au pied de la montagne, paralysés par l'idée de devoir tout accomplir d'un coup. La phrase « Je deviens chaque jour plus fort » n'est pas une simple consolation. C'est un engagement. Elle rappelle à l'esprit qu'il doit croître, non par hasard, mais par volonté. La force intérieure ne vient pas en un éclair. Elle s'accumule comme l'eau qui remplit une jarre, goutte après goutte. L'homme qui prend cette habitude devient un réservoir de puissance, capable d'affronter ce qui aurait brisé son ancienne version. Lorsque je dis que je deviens plus clair, je rappelle à mon esprit que la vision doit s'affiner. Un but confus conduit à des actions confuses. Mais un esprit clair discerne la route même dans le brouillard. La clarté ne se reçoit pas, elle se crée. Elle naît de la discipline, de l'examen intérieur, de la répétition quotidienne d'une phrase qui ordonne à l'esprit de s'élever au-dessus du chaos. Et lorsque je dis que je deviens plus digne de mon but, je reconnais une vérité profonde. L'homme ne reçoit jamais ce qu'il désire seulement. Il reçoit ce qu'il devient. La vie ne remet pas ses trésors à celui qui les demande, mais à celui qui se montre capable de les porter. Voilà pourquoi tant d'hommes échouent. Ils veulent un résultat que leur caractère n'a pas encore la force de soutenir. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui me déclara un jour qu'il voulait bâtir un empire. Je lui répondis qu'il devait d'abord bâtir l'empire en lui-même. Il croyait qu'il lui manquait de l'argent, des contacts, des occasions. En réalité, il lui manquait la force intérieure nécessaire pour porter de grandes responsabilités. Je lui enseignai cette phrase. Il la répéta chaque matin. Et en quelques années, la transformation intérieure qu'il vécut attira les résultats qu'il convoitait. La progression quotidienne est une loi si simple que beaucoup la négligent. Ils veulent des changements rapides, des résultats immédiats. Ils ignorent que la puissance véritable se développe lentement mais sûrement. Une montagne ne se forme pas en un jour, pourtant elle demeure des siècles. Ce qui est bâti lentement est bâti solidement. Lorsque l'homme répète cette phrase, il construit un mouvement intérieur. Ce mouvement crée une tension positive qui attire à lui les moyens de grandir. L'esprit commence à chercher des occasions d'amélioration. Il devient plus attentif, plus lucide. Il remarque ce qu'il ne voyait pas auparavant. Les idées affluent, les inspirations émergent, les solutions se présentent. J'ai observé que les hommes qui progressent chaque jour développent une assurance tranquille. Ils ne se vantent pas, ne s'agitent pas. Ils avancent avec calme, parce qu'ils savent qu'ils se construisent. Les autres sentent cette solidité et s'en approchent naturellement. L'homme en croissance devient un phare, non parce qu'il brille soudainement, mais parce qu'il brille un peu plus chaque jour. Il existe un piège que beaucoup rencontrent, croire qu'une journée de stagnation est insignifiante. Elle ne l'est pas. Une journée mal employée affaiblit, une journée noble renforce. Rien n'est neutre, l'homme doit devenir conscient de ce flux. Chaque journée doit ajouter une pierre à son édifice intérieur. Même une petite pierre compte, pourvu qu'elle soit placée. Lorsque je dis que je deviens plus clair, je rappelle à mon esprit qu'il doit chasser la confusion. La confusion est un brouillard qui empêche l'action. Mais la clarté donne la puissance. Elle permet de distinguer le nécessaire du superflu, le sérieux du futile, le durable du passager. Et cette clarté ne vient qu'à ceux qui la réclament quotidiennement. La dignité du but est un élément souvent ignoré. Beaucoup veulent atteindre de grandes choses sans développer une âme capable de les honorer. Ils désirent la richesse sans la discipline. Ils désirent l'influence sans la sagesse. Ils désirent le respect sans l'intégrité. Mais la vie ne se laisse pas tromper. Elle donne à chacun ce qui correspond à son niveau intérieur. C'est pourquoi cette phrase doit être répétée non seulement comme une affirmation, mais comme un engagement sacré.
Devenir digne de son but, c'est devenir droit, ferme, honnête avec soi-même. C'est refuser les compromis qui affaiblissent. C'est se lever chaque jour avec le désir d'être meilleur que la veille. Et cette progression attire les opportunités comme une flamme attire la lumière. J'ai observé une vérité profonde. Un homme ne peut pas attirer ce qu'il ne respecte pas. S'il veut un but noble, il doit devenir noble. S'il veut une entreprise stable, il doit devenir stable. S'il veut des relations harmonieuses, il doit devenir harmonieux. La vie extérieure n'est qu'un reflet du développement intérieur. Et cette phrase en est la clé. Lorsque je répète « je deviens chaque jour plus fort », je reconnais que la faiblesse n'est pas un destin, mais une habitude. Et comme toute habitude, elle peut être remplacée. La force intérieure n'est pas réservée à quelques hommes exceptionnels. Elle est accessible à quiconque la cultive avec constance. Le courage se développe comme un muscle, par l'usage. Lorsque je répète « je deviens chaque jour plus clair », je reconnais que la confusion n'est pas une fatalité. Elle est dissipée par la lumière de la réflexion, par l'ordre de la pensée, par la répétition d'idées nobles. L'esprit devient clair lorsqu'on l'exerce, et un esprit clair attire des résultats clairs. Lorsque je répète « je deviens chaque jour plus digne de mon but », je reconnais que ce n'est pas le but qui doit descendre vers moi. C'est moi qui dois monter vers lui. Et cette ascension intérieure transforme tout, les décisions, les gestes, les paroles, l'allure même de l'homme. La progression quotidienne est puissante parce qu'elle est inévitable. Même lorsque l'homme progresse un peu, ce peu s'accumule. Et avec le temps, il devient beaucoup. Les petites améliorations silencieuses valent mieux que les grandes résolutions jamais tenues. La vie récompense la constance, non l'ardeur éphémère. J'ai vu des hommes s'élever au-dessus d'existences médiocres simplement parce qu'ils avaient choisi cette discipline. Ils ne cherchaient pas la grandeur en un jour, ils cherchaient la grandeur en chaque jour. Et la vie finit toujours par honorer ceux qui marchent ainsi. Voilà pourquoi cette phrase est l'aboutissement de toutes les autres. Je deviens chaque jour plus fort, plus clair, plus digne de mon but. Car lorsque l'homme répète ces mots et qu'il s'efforce de les incarner, il devient la preuve vivante de sa propre transformation. Et rien n'est plus puissant qu'un homme qui se dépasse chaque jour.